Même en respectant la fameuse maxime de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, la langue que nous utilisons, qu'il s'agisse du français, de l'anglais ou de n'importe quelle langue, nous fait hériter d'idées fausses, véhiculées à notre insu par le vocabulaire, la syntaxe ou le recours à des analogies, conduisant à des confusions problématiques. Je vais commencer cet épisode par une citation de Paul Valéry. En toute question, et avant tout examen sur le fond, je regarde au langage. J'ai coutume de procéder à la mode des chirurgiens qui purifient d'abord leurs mains et préparent leur champ opératoire. C'est ce que j'appelle nettoyage de la situation verbale. Parmi les outils décisifs pour nettoyer la situation verbale, il y a ceux développés par Alfred Korzybski. En étudiant les rapports entre la structure du langage mathématique et celle des langages humains, Korzybski découvrit que ces derniers conduisaient trop souvent à décrire la réalité de manière erronée. Il posa en 1933 les fondements d'une approche méthodologique appelée sémantique générale. Pour résumer sa pensée, ce qui n'est pas simple parce que c'est un bouquin de 600 pages et quelques, on va partir d'exemples que Korzybski utilisait lui-même. Par exemple, il disait « la carte n'est pas le territoire ». Autrement dit, les informations d'une carte ne couvrent pas l'ensemble de la réalité que cette carte est censée représenter. Même une carte très détaillée n'est qu'une représentation du réel. Or, le langage ordinaire nous conduit à assimiler notre représentation des choses aux choses elles-mêmes. Ce biais est entretenu de façon inconsciente à différents niveaux de notre vie quotidienne. Ainsi, les plans installés dans les villes, sur de grands panneaux d'affichage, comportent tous un petit cercle rouge avec la mention « Vous êtes ici ». En fait, évidemment, vous n'y êtes pas vraiment. Ce petit cercle vous indique où se trouve représenté sur le plan l'emplacement du panneau que vous êtes en train de regarder. Il suffirait de déplacer le panneau pour que l'information qu'il contient devienne fausse. Bref, vous n'êtes pas sur le plan, pas plus que le cercle rouge ne se trouve autour de vous. C'est uniquement l'habitude qui nous conduit à décrire la représentation comme si elle était la réalité. Cette redoutable illusion remonte à l'Antiquité et au système de pensée construit alors. Fondamentalement, l'erreur provient de l'idée, léguée par Aristote, selon laquelle ce que nous percevons serait le réel. Nous savons depuis longtemps qu'en fait, nos sens transmettent à notre système nerveux des informations avec lesquelles il construit une représentation du réel. Mais notre langage n'a pas évolué pour intégrer cette nuance capitale. Si vous dites par exemple « cette fleur est rouge », votre formulation donne à se représenter la couleur rouge comme une caractéristique intrinsèque de la fleur considérée. Mais pour un daltonien, cette fleur ne paraîtra pas rouge. Si elle vous paraît rouge à vous, c'est que vos cellules sensorielles et votre système nerveux génèrent une perception et qu'ensuite vous verbalisez votre perception par un qualitatif qui la traduit. Il n'y a aucun doute que si vous dites que la fleur est rouge, vous l'avez perçue comme rouge. En revanche, un chat, un chien ou une abeille ne la percevront pas ainsi. Dire que le rouge serait une qualité intrinsèque de la fleur constitue donc une erreur sémantique. Ce mot ne traduit que notre perception. C'est une construction de notre système nerveux. Pour Alfred Korzybski, la connaissance que nous avons du fonctionnement de notre cerveau et de notre psychisme pourrait nous conduire un jour à construire un nouveau langage plus approprié, permettant d'éviter les errements de nos langues actuelles. Tâche gigantesque, peut-être même impossible. En attendant, il s'agit d'être prudent et précautionneux dans notre communication, afin de nous garder de plaquer nos représentations sur le réel, un réel dont nous savons qu'il est bien plus complexe que nos sens ne nous le donnent à percevoir, et que notre cerveau n'est capable de se le représenter. Nous devrions dire « je perçois cette fleur comme rouge ». Nous avons tendance à opérer régulièrement des raccourcis du genre « cette fleur est rouge », et cela ne pose en général aucun problème. Au fond, que la fleur ne soit pas rouge ou nous paraisse rouge, ça n'a aucun impact sur nos relations avec nos semblables et avec notre milieu de vie. Pourtant, dans certains cas, croire que ce qu'exprime le langage quand nous verbalisons est la vérité nous fourvoie dans l'élaboration de notre pensée. Un artiste en France a développé au fil de son œuvre des idées tout à fait similaires, c'est René Magritte. Ceci n'est pas une pipe,
nous dit son tableau, et le tableau s'appelle « La trahison des images ». Cette toile exprime en images l'idée que notre représentation du monde n'est pas le monde. Tous les langages possèdent une certaine structure, et chaque langage reflète dans sa propre structure celle du monde tel que l'ont présumé ceux qui ont développé ce langage. Réciproquement, nous projetons dans le monde, la plupart du temps inconsciemment, la structure du langage que nous employons. Parce que nous estimons la structure de notre propre langage habituel comme allant tellement de soi, particulièrement si c'est notre langue maternelle, il nous est parfois difficile de comprendre combien les peuples munis d'autres structures de langage conçoivent le monde différemment. Et bien tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas de moi. C'est d'Alfred Korzybski, dans un texte qui date de l'année de sa mort, il a écrit ça en 1950. Oui, vous pouvez retourner en arrière et le réécouter. Quand nous évoquons des concepts comme la liberté, le pouvoir, le peuple, la démocratie, la responsabilité, la politique ou le droit, nous devons prendre conscience que pour chacun de nous, chacun de ces mots évoque une représentation et que très probablement nous n'en avons pas tous exactement la même. De façon régulière, tout débat portant sur ces questions conduit à des désaccords qui relèvent essentiellement des différences entre les représentations et qui sont de sérieux obstacles à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire. Lorsque de surcroît certains mots, héritage d'une histoire multimillénaire, portent plusieurs sens possibles, parvenir à produire un discours intelligible, non ambigu, devient un défi considérable. La réponse proposée par la sémantique générale consiste à nous interroger sur nos représentations, à considérer ce que nous percevons du monde avec une certaine distanciation. Comme la physique moderne, la sémantique générale aborde les questions en intégrant la relation matière-espace-temps. Nous considérons ce qui existe du fait que nous percevons la matière, que cette matière évolue dans un espace et que cette évolution a une durée. Cela réduit l'ensemble de tout ce que nous pouvons savoir à 3 niveaux. 1. Le niveau de l'événement, c'est-à-dire ce qui arrive ou qui existe, que nous le percevions ou non. Niveau 2. Le niveau de la perception, c'est ce que nous percevons et dont notre système nerveux peut caractériser la nature. Le niveau 3, ce sera le niveau verbal, c'est les mots que nous posons et le sens que nous mettons sur ce que nous percevons. Entre chaque niveau interviennent des processus biologiques faisant intervenir les organes des sens, le système nerveux et les organes de la phonation, de la voix. Ce sont ces processus qui nous permettent de nous construire une représentation et de la communiquer autour de nous. Mais ce sont les mêmes processus qui font que cette représentation est obligatoirement autre chose que le réel. Voyons quelques exemples. Si des traits existent sur une surface, notre système nerveux va former une image. Ça va être par exemple l'image d'une pipe. Et puis on va pouvoir se dire ceci est l'image d'une pipe et non une vraie pipe. Si de l'eau tombe sur le sol, sous forme de gouttes, notre cerveau va reconnaître les sons comme étant ceux de gouttes d'eau s'écrasant au sol. Et puis on va pouvoir se dire tiens, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Troisième exemple, un être humain contracte les muscles de son visage. Notre cerveau va identifier ce visage en disant tiens voilà, c'est une femme qui sourit. Et puis peut-être qu'on va verbaliser dans notre tête une phrase pour dire ah tiens, peut-être que je plais à cette femme qui me sourit. Alors s'il est facile d'admettre que le dessin n'est pas la pipe, ou que la carte n'est pas le territoire, comment faisons-nous quand la distinction n'est pas si évidente? Et surtout, comment faisons-nous quand nous découvrons trop tard que nous avons élaboré des comportements et des stratégies fondées sur une confusion? Si je ne m'aperçois pas que mon voisin du dessus a mis trop d'eau sur ses plantes en pot, je peux croire qu'il pleut, alors qu'en fait c'est juste l'eau qui déborde de son balcon. Si je ne vérifie pas visuellement la situation, je risque de sortir de chez moi avec mon parapluie, alors qu'il fait beau. Bon, c'est pas trop grave, on peut même en rire. Quant au sourire de la femme, il peut m'induire en erreur. Je vais avoir à son égard un comportement fondé sur ma croyance en ses sentiments, et peut-être vais-je être cruellement détrompé. C'est moins drôle. Le langage permet de communiquer, mais il peut aussi nous amener à nous raconter à nous-mêmes des histoires. Le risque majeur, exposé par Korzybski, est le risque d'identification. Nous devrions considérer que notre système nerveux élabore une représentation du monde qui n'est jamais identique au monde, et pourtant notre langage induit malgré tout cette confusion. Et on va tomber dans le piège de l'identification. Les quelques exemples qui précèdent sont de peu de conséquences. Mais quand il y a des différences entre les représentations mentales que chacun construit pour des mots comme démocratie, politique, durable, liberté, égalité ou fraternité, nous avons toutes les peines du monde à communiquer
et cela peut très vite tourner à la catastrophe. En dramaturgie, ces problèmes de décalage entre les représentations des uns et des autres sont à la base des quiproquos, de l'ironie dramatique, des effets de surprise, des rebondissements et des renversements qui rendent une histoire vivante. Mais dans la vraie vie, ils sont également susceptibles de provoquer un océan de problèmes relationnels, tant entre humains qu'entre les humains et leur milieu de vie. Selon l'analyse de Korzybski, notre langage comporte des ambiguïtés structurelles qui créent de multiples confusions, et nous risquons, à cause de cela, de confondre nos représentations et le réel. La logique que nous sommes habitués à mettre en œuvre dans le langage doit alors être interrogée, car elle est héritée d'un système de pensée dont nous savons maintenant qu'il n'est pas suffisant pour décrire le monde, et que Korzybski appelle donc le système aristotélicien. Et je vais encore vous citer du Korzybski. Une des insuffisances les plus sérieuses s'est révélée très récemment être la croyance dans le caractère unique de la forme de représentation sujet-prédicat, en ce sens que tous les types de relations de ce monde pourraient être exprimés sous cette forme, ce qui est évidemment affirmé par les faits, parce que ça rendrait la science et les mathématiques impossibles. La structure sujet-prédicat du langage résulte de l'attribution à la nature de propriétés ou de qualités, alors que les qualités sont en fait fabriquées par notre système nerveux. La perpétuation de telles projections tend à maintenir l'humanité au niveau archaïque de l'anthropomorphisme et de l'animisme dans ses évaluations de son environnement et d'elle-même. Et ça date encore de 1950. Le rôle du langage dans les processus perceptuels, Alfred Korzybski. La structure de la pensée dite aristotélicienne conduit par ailleurs à scinder par le langage ce qui est inséparable dans le réel. On va séparer le corps et l'esprit, séparer l'espace et le temps, séparer l'homme de son milieu de vie, pour ne citer que quelques exemples. Un des verbes en cause dans ces dérives est le verbe « être ». En plus d'être un verbe auxiliaire, il peut porter au moins 3 sens différents. L'existence, l'attribution et l'identité. Si je dis « c'est une fleur », ça signifie que la fleur existe. Si je dis « cette fleur est à vendre », je lui attribue une propriété, elle est à vendre. Si je dis « cette fleur est une rose », je définis une identité particulière par rapport aux autres fleurs. La plupart du temps, nous sommes conduits à confondre attribution et identité. Par exemple, quand on dit d'une personne « il est chômeur », il s'agit d'une attribution. Mais la structure de la langue induit une possible identité. Du coup, la phrase « les chômeurs doivent être encouragés à aider à retrouver du travail » va sembler acceptable, alors qu'elle transforme des personnes frappées par le chômage en une catégorie d'humains identifiés par le terme chômeur. La structure du langage pousse inconsciemment à occulter que ce sont des personnes égales à toutes les autres, et va donc inciter inconsciemment à les discriminer. Si une manifestation de demandeurs d'emploi dérape dans la violence, par exemple, l'erreur sémantique sera d'écrire « manifestation violente des chômeurs », car attribuer à l'ensemble des chômeurs un comportement qui n'a été manifesté que par une partie d'entre eux constitue une inférence abusive, laquelle produira un effet négatif sur l'opinion que les lecteurs se font des chômeurs en général en tant que catégorie. Comment remédier aux défauts intrinsèques de notre langue tout en continuant à l'utiliser? Ça, c'est la grande question. Et Korzybski proposa plusieurs outils pour y parvenir, comme par exemple des outils analytiques pour repérer les confusions quand elles se produisent, des exercices pour entraîner ses étudiants à éviter les pièges les plus évidents du langage ordinaire. Et puis Korzybski a proposé d'utiliser des extensions pour préciser le sens des mots lorsqu'ils sont porteurs d'ambiguïté. Ces extensions se présentent sous la forme d'indices ou d'exposants qui sont indiqués donc en chiffres, en lettres ou en dates. Ça peut être sous forme de guillemets, alertant d'un usage inhabituel ou particulier, ou encore un trait d'union qui va construire un nouveau concept, comme Einstein d'ailleurs l'a fait en mettant un trait d'union entre espace et temps pour construire le concept d'espace-temps. Quand j'écris par exemple l'évolution des civilisations humaines avec un petit 2020 comme ça, il s'agit de permettre au lecteur de recevoir ce qui est écrit en tenant compte de la date de l'écriture. C'est une façon d'assumer que ce que nous pensons savoir à un moment donné pourrait être remis en question plus tard. On date son idée et donc ça permet d'avoir un point de repère pour le lecteur. Pour explorer les possibilités des procédés extensionnels de Korzybski, penchons-nous sur un cas apparemment ordinaire. Si nous essayons de définir par exemple ce que nous appelons une fleur, nous aurons plusieurs sens possibles. Un premier sens correspond aux fleurs que vend un fleuriste. Un second sens correspondra à la définition botanique de la fleur en tant qu'organe reproducteur d'une plante. Pour simplifier, nous laisserons de côté d'autres utilisations du mot, en particulier le sens allégorique, comme fleur de sel pour décrire les cristaux de sel, ou jeune fille en fleur pour décrire une jeune femme. Si nous nous limitons à la fleur
du fleuriste et à celle du botaniste, donc on va l'appeler fleur F, la première, fleur B, la deuxième, il est facile de saisir que le même mot décrit deux représentations très différentes. On imagine mal un fleuriste décrire comme marchand d'organes sexuels de plantes vasculaires. Mais d'un point de vue botanique, c'est son métier. Cependant, nous avons pour habitude d'appeler fleur F des choses qui ne sont pas des fleurs B botaniques. Ainsi, ce que le fleuriste appelle une fleur F, quand il va parler de fleur de marguerite, le botaniste l'appelle un capitule. Alors qu'est-ce que c'est qu'un capitule ? C'est constitué de petites fleurs serrées les unes contre les autres. C'est une inflorescence, un ensemble de fleurs, qui dans le cas de la marguerite, a l'apparence d'une fleur. Celles qui sont au milieu du capitule, qui sont des fleurs en tube, des fleurs B en tube, en fait ce sont de toutes petites fleurs minuscules avec chacune un pistil, des étamides et des pétales jaunes. Et puis les fleurs qui sont autour, les fleurs ligulées, comportent chacune un pistil et une corolle blanche de grande taille formée de plusieurs pétales soudés. Quand nous effeuillons une marguerite, ce ne sont pas des fleurs ni des pétales que nous arrachons, mais des fleurs ligulées. Notez au passage l'usage impropre, mais consacré par l'habitude, du verbe effeuiller dans ces circonstances. Alors rassurez-vous, on peut continuer à effeuiller les marguerites. C'est un exemple inoffensif qui montre tout de même comment, du fait de notre propension à considérer ce que nous nous représentons comme réel, plusieurs centaines de mots sont nécessaires pour expliquer qu'une fleur F n'est pas toujours une fleur B, et vice-versa. Alors une fois la chose faite, nous disposons d'extensions de langage permettant d'éviter la confusion. Dans le même ordre d'idées, une fraise n'est pas un fruit B au sens botanique, tandis qu'une courgette, une tomate ou une aubergine, ou un poivron sont des fruits, botaniquement. Nous continuons à utiliser par une habitude transmise de génération en génération les mots légumes et fruits dans des sens qui ne correspondent à aucune espèce de réalité scientifique. En revanche, ils ont un sens pour les cuisiniers et pour le consommateur, qui appellent légumes, c'est les végétaux ou parties de végétaux que l'on mange salés, et fruits, c'est les végétaux ou parties de végétaux que l'on mange sucrés. La plupart du temps, les gens s'accommodent parfaitement au sein d'une même culture d'utiliser les mêmes mots avec des sens différents en fonction du champ sociologique qui conditionne leur représentation. C'est l'illustration du fait que nous utilisons la langue pour décrire notre représentation du réel et non pour décrire le réel lui-même. Alors ces exemples sont anecdotiques, mais j'espère qu'ils vous auront permis de saisir l'intérêt des procédés extensionnels. En effet, les problèmes de langage sont autrement plus ardus quand il s'agit de parler de l'organisation sociétale humaine. Pour surmonter la difficulté d'avoir à utiliser des mots polysémiques de fait, ou dont le sens a changé avec le temps, j'aurai recours à des extensions de langage, afin d'éviter, autant que possible, d'induire des malentendus ou des quiproquos. Ainsi, pour évoquer la démocratie, au sens de la démocratie des Athéniens, je peux écrire « démocratie A », et la distinguer de la démocratie I, qui va correspondre à la démocratie indirecte, qui est notre système, qu'on devrait appeler en fait gouvernement représentatif. On pourra aussi parler de démocratie D pour décrire la démocratie directe, et puis s'il y a plusieurs sortes de démocratie directe possibles, on pourra parler de démocratie D1, démocratie D2, etc. Et à chaque fois définir de quoi on parle. Alors les problèmes liés à la sémantique ne sont hélas pas les seuls à faire obstacle à l'évolution des idées. Même en résolvant autant que possible les confusions liées au langage, il reste à dépasser les idées reçues, les préjugés, les opinions qui rendent difficile la prise en compte d'autres points de vue. Et donc à partir de là, plusieurs chemins s'offrent à vous. Pour rester ouvert face à l'inattendu, face aux nouveautés, on peut adopter une posture mentale qui s'appelle la suspension du jugement. De quoi s'agit-il ? Ce sera par là. Toute remise en question de nos habitudes est un pas dans l'inconnu, susceptible de provoquer de la peur. Mais pourquoi ? Ce sera par là. Se retrouver face à des faits qui contredisent nos convictions est toujours déstabilisant. Comment le psychisme réagit-il dans de telles situations ? Ce sera par ici. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si certains points méritent d'être éclaircis. Je vous dis à très bientôt pour la suite.